Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vais revenir sur un sujet qui fait aujourd'hui un petit peu polémique concernant la culture. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur les salles de cinéma où j'avais expliqué de façon assez synthétique, on va dire, ce qu'est l'univers aujourd'hui du cinéma et plus particulièrement de l'économie des salles de cinéma. Aujourd'hui, la situation est relancée. Elle est relancée pourquoi? Tout simplement parce que les cinémas, comme la plupart des salles de spectacle et de lieux de divertissement, restaurants et aussi bars, s'attendaient à avoir une souplesse dans le confinement Covid-19 pour pouvoir réouvrir le 15 décembre. Manque de bol, 15 décembre, eh bien non, vous allez rester fermé jusqu'au 7 janvier et encore pas sûr que le 7 janvier on les autorise à réouvrir. Ce qui va évidemment avoir un impact considérable pour les salles de cinéma. Alors, je rappelle, on va faire le distinguo entre deux types de cinéma. Vous avez les salles de cinéma des gros groupes et vous avez les cinémas indépendants. C'est-à-dire que les groupes sont généralement, alors on va dire les noms, les deux gros groupes principaux, c'est Pathé et UGC. Même si Gaumont aujourd'hui a encore des cinémas, mais aujourd'hui les cinémas Gaumont appartiennent à Pathé, puisque à l'époque, c'était en 2000, les deux sociétés avaient conjointement joint leurs deux sociétés d'exploitation, mais voilà, c'était des histoires entre frères, puisque je rappelle, Pathé et Gaumont, c'est les deux frères, c'est Jérôme et Nicolas Seydoux. Sauf que, bon, je crois qu'il y a maintenant quelques années, Pathé a finalement racheté les parts de Gaumont dans la société d'exploitation, et donc la plupart des cinémas Gaumont qui existent encore aujourd'hui n'appartiennent plus à Gaumont, et d'ailleurs peut-être qu'il est question que les enseignes soient modifiées et basculent en Pathé pour qu'il finalement, à terme, il n'y a quasiment plus de cinéma Gaumont, puisque Gaumont étant une enseigne qui n'a plus rien à voir avec la société d'exploitation, donc ça va devenir des cinémas Pathé. Ça, c'était juste pour la petite anecdote. Et donc UGC en face, qui est l'Union Générale des Cinémas. Vous avez d'autres petites sociétés, par contre, qui possèdent également plusieurs cinémas. Alors c'est le cas de MK2, par exemple, qui est assez connu sur la région parisienne. Vous avez CGR également, qui est un groupe plus du Sud, et puis après vous avez les petits cinémas indépendants. Alors les cinémas indépendants, ça peut être à la fois un cinéma, c'est-à-dire un propriétaire de cinéma, comme aussi des petites sociétés locales qui possèdent plusieurs cinémas, alors souvent aidés par des subventions, aidés par des aides municipales, régionales, départementales, etc., et qui sont parfois classés art et essai, puisque la classification art et essai leur permet aussi d'avoir des subventions du ministère de la Culture, et plus particulièrement du CNC, ou tout du moins d'un ensemble d'organismes liés au cinéma, pour pouvoir survivre. Pourquoi? Parce que les petits cinémas indépendants et les cinémas d'art et essai ne peuvent pas vivre avec le prix des places de cinéma qu'ils pratiquent aujourd'hui. Donc sans ces aides, ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas survenir à leurs frais, à leurs besoins financiers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en règle générale, ce sont des cinémas qui ont très peu de personnel, qui parfois même adaptent leurs séances, c'est-à-dire qu'ils ne font pas des séances toute la journée ou ne sont pas ouverts toute la journée, suivant les périodes, en dehors des périodes estivales évidemment. Donc ce sont des cinémas qui ont des budgets très particuliers qui ne leur permettent pas d'être concurrentiels par rapport aux gros groupes, qui eux, les gros groupes évidemment, sont ouverts 7 jours sur 7, même les jours fériés, sauf que là évidemment, ils vivent une période extrêmement difficile parce que ils ne font plus leur chiffre d'affaires, ils sont obligés de mettre tous leurs salariés, tous leurs employés au chômage technique, et désespérer pouvoir réouvrir, surtout pour cette période de fin d'année, et de pouvoir profiter du seul et unique film qui restait en tant que blockbuster américain, qui était le Wonder Woman 1984. Et du coup, le film, ils ne le sortiront pas, ou ils le sortiront ultérieurement au mois de janvier. Donc ils ne pourront pas bénéficier de cette manne pour terminer l'année 2020, donc forcément, on comprendrait bien que ça va jouer des tours sur le plan des budgets, même si ces gros groupes auront peut-être des aides financières. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, la polémique, elle vient sur le fait que nous avons appris récemment que la société Warner, on a finalement eu assez un petit peu d'être dépendant des autorisations sanitaires de certains pays, et plus particulièrement aux États-Unis. Je rappelle, aux États-Unis, la plupart des cinémas aujourd'hui sont fermés, en dehors de certains États qui encore autorisent les cinémas d'être ouverts, sauf le premier groupe qui est AMC, premier groupe d'exploitation aux États-Unis, qui
lui ouvre ses cinémas dans les États et comtés qui autorisent à être ouverts. Son concurrent, la société Regal, elle, détentrice d'un propriétaire britannique dont je ne me souviens plus, je crois que c'est Cineworld, oui, tout à fait. Et Cineworld, donc cinéma en Grande-Bretagne et aux États-Unis, eh bien cette société a décidé de refermer tout simplement ses cinémas depuis la fin ou début septembre, je crois, tout simplement parce qu'ils ont fait leurs calculs. Parce que les producteurs, les distributeurs, eh bien, repoussent indéfiniment leurs films. Le seul gros film finalement qui est sorti cet été, c'est le fameux Tenet de Nolan. Sauf qu'évidemment, les résultats et les chiffres tirés de l'exploitation de ce film ne sont pas très concluants. C'est-à-dire qu'on sent bien que les gens ne ressortent pas en cinéma, tout du moins en masse. Et de fait, ça provoque évidemment un trou énorme sur la reprise de l'exploitation de certains cinémas aux États-Unis. Donc, malheureusement, aujourd'hui, la question est posée. Vu les distributeurs et les producteurs qui repoussent les dates de sortie de leurs films, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est sortir les films dans les meilleures conditions qui soient, c'est-à-dire pouvoir faire un maximum de chiffre d'affaires, eh bien, vous avez une société qui s'appelle Warner, qui est l'une des majors d'Hollywood, qui finalement, eh bien, jetait l'éponge et a décidé pour l'année 2021, alors pour l'instant, ce n'est que l'année 2021, de sortir tous ces blockbusters de l'année 2021, aussi bien dans les salles où les pays ont les salles ouvertes, et sur sa plateforme HBO Max. Alors pour l'instant, HBO Max est une plateforme équivalent à peu près de Netflix ou de Amazon Prime, qui a été lancée en mai 2020, sauf que le démarrage a été plutôt calamiteux. Et donc pour booster les abonnements de cette chaîne, eh bien Warner a décidé déjà en premier lieu de diffuser le Wonder Woman 1984 le 25 décembre, en même temps que les sorties salles également sur HBO Max, mais en plus de ça propose le film en 4K et en Dolby Atmos, donc c'est-à-dire avec une qualité d'image, une qualité sonore qui équivaut à voir le film quasiment en salle, si ce n'est évidemment la taille de l'écran, suivant les personnes, si elles possèdent des home cinéma ou non. Mais donc finalement, sur l'année 2021, Warner sortira tous les gros films sur sa plateforme HBO Max en même temps que sur les salles de cinéma. Petite condition, c'est que sur HBO Max, les films ne seront disponibles que pendant un mois. Donc les salles de cinéma pourront continuer à exploiter le film au-delà dans les réglementations suivant les pays. Alors en France par exemple c'est 4 mois, aux États-Unis je crois que c'est 3 mois. Donc à partir de là, si vous voulez, ça joue quand même sur l'impact. L'impact il est évident sur le fait que HBO Max a aujourd'hui des programmes de développement sur le marché européen. C'est-à-dire que pour l'instant, on sous-entend que HBO Max pourrait arriver en Europe d'ici le printemps 2021. Donc vous comprenez que les salles européennes, et plus particulièrement françaises, eh bien, commencent à avoir un petit peu les pétoches. D'où ce débat en France avec justement cette annonce faite par Warner de commencer à vouloir négocier avec les leaders du marché du streaming, que sont évidemment Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV et peut-être demain HBO Max, eh bien, de trouver des deals pour leur imposer eh bien, tout simplement le protectionnisme français. C'est ce que Mme Roselyne Bachelot a donc annoncé, qu'ils étaient en train d'aboutir sur des négociations pour obliger les plateformes qui ont une exploitation sur le marché français de mettre 25% de leur chiffre d'affaires au bénéfice de production uniquement française. Et vous imaginez bien que les plateformes qui, évidemment, aujourd'hui, ont derrière, en coulisses, la plupart des majors américaines, la majeure partie des producteurs américains, puisque HBO Max, c'est Warner, puisque Disney+, c'est Disney, puisque Netflix travaille également avec Universal et Sony sur la mise en disponibilité des films, contrairement à ce que, en général, la chronologie des médias impose en France. Donc à partir de là, évidemment, le problème, c'est qu'il y a une réalité technologique. La réalité technologique, c'est qu'aujourd'hui déjà, si des films et des séries sortent sur les plateformes américaines, eh bien vous n'êtes pas sans ignorer que, évidemment, les abonnés français peuvent très bien aller sur les plateformes américaines pour aller voir les films en exclusivité, en utilisant tout simplement ce qu'on appelle les procédés VPN. Les procédés VPN, c'est des applications qui permettent d'encrypter des données, mais aussi de permettre d'échapper à la géolocalisation, et donc de ce fait de pouvoir aller voir sur des plateformes étrangères. Donc déjà, ça pose ce problème-là. Entre autres problèmes, eh bien, tout simplement le téléchargement. C'est-à-dire que si
Sur les plateformes américaines, les films sont mis en ligne bien avant de ce que les 36 mois imposés en France obligent les plateformes de ne pas pouvoir présenter ou proposer les films en même temps que sur le marché américain, eh bien vous pensez bien que les Français vont directement sur les plateformes américaines pour aller voir les films qui sont déjà disponibles. Donc déjà là, technologiquement, il y a un décalage énorme entre ce que Madame Bachelot est en train de nous raconter sur ces négociations avec ces plateformes. Donc ils sont sur le point d'essayer de trouver une négociation et de permettre ainsi aux plateformes streaming eh bien, d'avoir un délai beaucoup moindre, c'est-à-dire d'avoir une dérogation, et de pouvoir diffuser les films 12 mois, alors 12 ou 15 mois pour l'instant apparemment c'est en négociation, après la sortie en salle des films que ces plateformes souhaitent mettre en ligne dans leur catalogue. Déjà 12 mois, 12 ou 15 mois, c'est trop. Il faut savoir qu'aux États-Unis, en règle générale, entre la sortie en salle et la mise en disponibilité sur les réseaux streaming, il s'écoule entre 6 et 8 mois en général, et les temps tendent à véritablement se réduire de plus en plus. Ce qui risque d'arriver, c'est tout simplement que les plateformes qui ont derrière, je le rappelle, des maisons de production, je prends l'exemple de Disney par exemple. Disney, qu'est-ce qu'il va faire Disney ? Disney, il va sortir ses films aux États-Unis avec ses conditions propres au marché américain, et puis quand il s'agira du marché français, eh bien Disney ne sortira pas obligatoirement tous les films qui sortiront aux États-Unis sur le marché américain, des films sur le marché français. C'est le cas de Warner, par exemple. En 2021, pour l'instant, ils nous promettent qu'ils ne feront ça que sur 2021, mais imaginons qu'ils conservent ce système de sortir les films en salle et de sortir leurs films sur HBO. Alors, après, on peut imaginer qu'ils vont peut-être donner une sorte de soupape de sécurité pour les salles de cinéma américaines et peut-être se donner un délai de 15 jours, un mois avant de sortir les films sur leur plateforme. Mais ce que va faire peut-être Warner, c'est de dire sur les vingtaines de gros blockbusters que les exploitants français bavent dessus pour se faire du chiffre d'affaires, eh bien on leur filera peut-être que 5. Les autres, eh bien on ne les sortira pas en salle. Le fait de ne pas sortir ces films en salle en France, eh bien, leur permettra de passer sous le radar de la chronologie des médias. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de licence d'exploitation en salle, et donc de ce fait, les films, ils en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent très bien les mettre en ligne, en même temps que le marché américain, et de ce fait, évidemment, les salles françaises verront passer sous le nez un certain nombre de blockbusters avec lesquels ils auraient pu très bien se faire du chiffre d'affaires, comme c'est d'ailleurs de toute façon le cas depuis maintenant plusieurs années, parce que vous savez, cette sempiternel combat de l'exception culturelle entre le cinéma français et le cinéma américain, de toute façon, il faut savoir que les exploitants en général, alors là je parle des grosses salles, des gros groupes, font à peu près 60 à 70% de leur chiffre d'affaires avec des blockbusters américains. Ce ne sont pas les films français qui permettent aujourd'hui de sortir la tête de l'eau en ce qui concerne l'équilibre des balances au niveau des budgets et des comptes courants. La preuve en est, c'est que cet été, la plupart des cinémas qui ont réouvert, eh bien, les exploitants ont pu bénéficier de la sortie de films français comme de films étrangers, évidemment sans véritable gros film américain. Eh ben, les chiffres, les comptes, ils ont été très rapidement faits. C'est-à-dire que même si quelques films français ont fait leur petit succès, le nombre d'entrées n'est pas suffisant. Et quand on parle d'entrée, évidemment, c'est là aussi la spécificité bien française, puisque si dans le monde on parle généralement en recettes, eh bien en France on parle en entrée. Parce que vaut mieux pas parler en recettes, parce que je ne vais pas faire le détail aujourd'hui de ce qui part en taxes sur le prix d'un ticket de cinéma, mais sachez qu'en règle générale, les cinémas ne récupèrent que 40-45%, tout est variable, puisque ça dépend du nombre de semaines, ça dépend des contrats d'exploitation, mais en départ, généralement, le plus gros pourcentage va aux distributeurs, c'est-à-dire ceux qui redistribuent ensuite l'argent aux producteurs. Et puis ensuite, suivant la durée du film, si le film reste à l'affiche pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, évidemment, le taux est dégressif, et là, le bénéfice va beaucoup plus à l'exploitant. Le seul problème, c'est que pour faire du chiffre, il faut du client.
il faut du spectateur. Or aujourd'hui, le streaming, et surtout l'année 2020 en a été la démonstration, eh bien c'est qu'aujourd'hui, le client, il est quand même roi. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide de savoir qu'est-ce qui est le meilleur marché pour lui. Parce qu'aujourd'hui, eh ben, je vais vous donner quelques petits exemples, parce que j'ai été choper quelques prix, parce que évidemment, moi je suis aux États-Unis, donc en France, moi je suis resté avec des tarifs d'il y a une dizaine d'années, donc j'ai voulu savoir où est-ce qu'on en était un petit peu sur les tarifs de places de cinéma. Alors j'ai pris des tarifs, alors les tarifs que je vais vous donner là, alors j'ai pris un tarif sur un pâté à Paris, je vous dis pas lequel, hein, mais vous allez deviner. Alors le tarif normal, donc tarif normal, hein, c'est 12,90 €. Le tarif senior, 10,40. Le tarif en matinée, c'est 10 €. 10 €. Je veux dire, il y a 10 ans, moi je me souviens qu'on faisait encore des séances matinées à 5-6 €. Ici aux États-Unis, on est sur des matinées, les séances matinées en général, c'est 5-6 $, hein, aux États-Unis. Et pourtant, les cinémas américains touchent beaucoup moins de pourcentage sur les recettes. Et puis, vous avez des séances 2D et 3D. Alors, les séances 2D, suivant les modèles, il y a des suppléments. Alors, les suppléments, ça va de 2 à 1 €. J'ai pris les prix, par exemple, d'un cinéma de province. Attendez, parce que là, oui, 3D. Alors, 1 € pour les lunettes 3D. L'IMAX, parce que vous avez des cinémas qui sont équipés en IMAX, c'est 4 € supplémentaires sur le prix du tarif plein ou tarif réduit, hein, tout dépend si vous bénéficiez des tarifs réduits, si vous avez alors moins de 14 ans, plus 60 ans, étudiant, sur présentation de la carte. Pas de la carte bus, hein, mais de la carte d'étudiant. Hein, parce que ça, malheureusement, ça fait depuis 40 ans qu'on entend toujours le même argument. Mais ça se voit que je suis étudiant. Non, ça se voit pas. Ce qui se voit, c'est ta carte d'étudiant. Tu es bien inscrit dans une université. Et pas de carte de bus. Hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Je pense que ceux qui connaissent un petit peu le métier sauront de quoi je parle. Et puis, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre j'ai pris des prix, oui, pourtant, étudiants scolaires 10,10 €, plus de 65 ans, le dimanche 18 h à vendredi 18 h, alors ça c'est pareil, ils ont remis ça, ce qui est quand même assez énorme, 11,50 €. Moi j'étais resté à 7 € pour les plus de 65 ans. C'est plus de 65 ans en plus, avant c'était 60 ans. Donc vous voyez, et le plein tarif est à 14,20 €. 14,20 €, donc imaginez, si vous allez voir un film en IMAX, vous rajoutez 4 €, voire, non, 6 € je crois. Hein. Enfin, on arrive presque à 20 € pour une place de cinéma en IMAX ou en Dolby. Alors j'ai pris aussi un tarif UGC. Alors tarif UGC, ils sont pareils, à peu près dans la même tranche. Hein. Eux, ils ont un tarif normal à 12,90 € apparemment. Alors je crois que c'est celui de Bordeaux. Province Bordeaux, j'ai pas pris Paris parce que Paris, les tarifs sont beaucoup plus chers évidemment. Alors moins de 18 ans, 6,30 €. Étudiants, apprentis, 6,30 €. Plein tarif, 9,90 €. Donc là, c'est un UGC à Bordeaux. Donc déjà en province, vous voyez, on est déjà sur des tarifs un peu plus raisonnables. Mais quel que soit de toutes les manières, quel que soit le prix, le tarif, là on est bien sur des moyennes de tarifs de 10 €, d'accord, 10-12 €. Imaginez un couple, vous allez au cinéma, vous allez voir un film, vous en tirez pourquoi? Pour 20 €. Imaginez, vous allez en famille, vous avez 2 gamins, vous en tirez pour 40 €. Vous avez un abonnement Netflix, alors Netflix, je ne sais plus combien c'est en France, je crois que c'est 12 €, 10 ou 12 € en France. Vous pouvez voir les films quand vous voulez, au moment où vous voulez. Vous emmerdez pas avec le parking, vous emmerdez pas avec le déplacement. Vous avez la place que vous voulez. Hein, parce que c'est pareil, ça, payer 20 €, mais parce que vous n'avez pas percuté que c'est le samedi soir, qu'il y a du monde au cinéma, et que vous arrivez parce que vous avez votre ticket. Mais c'est un ticket, c'est pas une place. Enfin, le ticket correspond à une place de cinéma, mais si vous avez une salle de 400 places, et que vous avez 395 personnes dans la salle, il reste 5 places dans la salle. C'est les places qui correspondent à votre ticket.
Sauf qu'évidemment, les places, elles sont disséminées un peu partout, puisque la logique veut, c'est quand on s'installe, on laisse toujours un fauteuil perdu. Ce qui est encore pire maintenant, avec le Covid, puisque les cinémas sont obligés de n'ouvrir qu'avec 50% de leur capacité, pour laisser un fauteuil, pour respecter la distanciation sociale. Donc vous comprenez bien que si déjà, moi je suis parti du métier en 2012, déjà à l'époque on commençait à sentir des difficultés économiques. 10 ans après, les difficultés économiques, elles sont là. Et d'ailleurs, les conséquences, c'est qu'il y a eu des réductions de budget, il y a eu des réductions de personnel, il y a eu des automatisations et des dématérialisations qui se sont exprimées dans la plupart des gros groupes. Ah, la preuve, c'est que même les pop-corn, enfin les confiseries, etc., c'est du self-service. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, avec une pandémie et l'hygiène et sanitaire, le self-service ne peut pas fonctionner. Donc, ça fait encore du chiffre d'affaires en moins. Enfin, je veux dire, il arrive un moment où vous-même, je suis certain, si on vous donnait le choix d'acheter, alors je vous dis, HBO Max aux États-Unis, c'est 14 euros par mois, 14 dollars par mois, 14,50 $, par mois. On a la possibilité de voir tous les films, sans surcoût. Pas ce qu'a fait par exemple Disney avec Mulan. Avec Mulan, alors je ne sais plus si c'est Mulan ou un autre film où ils avaient, c'est-à-dire même vous étiez abonné Disney+, vous deviez payer, alors je ne sais plus, je crois que c'était 19 $ ou un truc comme ça. Sauf que 19 $, quand vous voulez voir le film avec votre femme, vos 2 gamins ou 3 gamins, vous vous y retrouvez. Clairement, je veux dire, ça vous fait un film à 19 $, mais que si vous aviez été le voir au cinéma, ça vous aurait coûté au moins 60 ou 70 $. Donc déjà, vous voyez, le calcul, il est fait. Donc, en plus, si vous avez des chaînes qui ne mettent pas de surcoût pour voir les films en même temps que leur sortie en salle, bon, c'est pour ça que là, on va voir ce que ça va donner un petit peu avec Warner, parce que Warner a annoncé ça, mais on va voir s'ils vont pas plus ou moins adapter, parce qu'aux États-Unis, les salles de cinéma, ou tout du moins les groupes de salles de cinéma ont décidé de se venger un petit peu, c'est-à-dire qu'ils vont faire du prix réduit sur les films de Warner pour que Warner récolte le moins possible de chiffre d'affaires. Enfin bon, voilà, c'est une petite guéguerre qui est en train de se lancer ici aux États-Unis. Moi, j'ai envie de dire, attention, parce que les salles de cinéma, parce que les exploitants, parce qu'en plus de ça, j'ai appris que dans l'éventualité d'une réouverture le 15 décembre, la plupart des groupes avaient augmenté les prix des places de cinéma. Vous comprenez, pour essayer de faire entrer un petit peu plus de chiffre d'affaires que ce qu'ils auraient fait en gardant leurs tarifs d'avant la Covid. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où il faut penser budget. Il faut penser budget du client. Alors, le client, c'est pas... d'autant plus que, en règle générale, les politiques commerciales de ces cinémas, c'est pas seulement de se contenter de faire venir les gens au cinéma, c'est aussi de les pousser à consommer. Consommer du pop-corn, des boissons, de la confiserie, des bonbons, des glaces, etc. Je veux dire, c'est toutes les politiques commerciales qui sont développées dans ces grands groupes d'exploitation cinématographique, c'est ça. C'est faire en sorte que le client qui arrive dans le cinéma avec son ticket, il passe d'abord à la caisse, au comptoir confiserie, etc., avant d'aller en salle. C'est pour ça que maintenant, vous avez quasiment ce qu'on appelle les combos, c'est-à-dire que les caisses sont intégrées désormais avec tout ce qui peut faire allécher le client, qui dit « Oh, gobelet, popcorn, oh, tiens, est-ce que tu voudrais du popcorn ?» Ça sent bon le popcorn, l'odeur, elle est faite exprès aussi, faut bien pas se leurrer. Sauf qu'il y a un moment donné où les gens vont faire leurs calculs, c'est-à-dire que s'ils arrivent à voir des plateformes streaming qui leur permettent d'avoir des films récents, même pas forcément sortant en même temps que les salles, mais peut-être dans 2 ou 3 mois, peut-être qu'ils y verront à 2 fois, peut-être qu'ils se paieront même le luxe d'avoir 1 ou 2 plateformes, un Disney+, avec un Netflix avec un HBO Max, etc., pour avoir un plus large éventail de films, plus ou moins récents. Et aussi les politiques internes de ces plateformes qui vont évoluer, parce qu'aujourd'hui, ces plateformes, évidemment, il y en a certains qui se disent « Oui, mais économiquement, comment ils peuvent s'en sortir ?» Eh bien, ils s'en sortent tout simplement en faisant de la conquête de marché. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Warner, avec HBO Max, qui appartient à TNT, mais qui appartient au groupe Warner Media, a l'intention de développer HBO Max dans 194 pays? Donc là, c'est une politique à moyen terme. C'est-à-dire qu'ils se mettent peut-être 5 ou 6 ans pour développer leur HBO Max, donc ils se garantissent
un revenu, ils se garantissent un développement. C'est pour ça que Netflix aujourd'hui est en train de faire une guerre technologique, c'est-à-dire d'offrir des suppléments technologiques, c'est-à-dire de pouvoir voir les films dans de meilleures conditions, avec des meilleures qualités d'image, avec des formats son différents. Ça, c'est pareil, ça va ouvrir des marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les télévisions, elles vont commencer à devenir... vous avez déjà des télévisions 4K, vous allez avoir bientôt sur les marchés les télévisions 8K, vous allez avoir des télévisions qui font du Dolby Atmos, avec des chaînes sonores et des standards sonores de qualité. Donc, tout découle technologiquement de ces marchés. Sauf que en France, j'ai l'impression qu'en France, l'exception culturelle. Voilà. L'exception culturelle. Oui, sauf que l'exception culturelle, quand on est dans un marché mondialiste, quand on est dans un marché mondialisé, hein, y a un moment donné où il va y avoir des bras d'honneur au marché français. Hein, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir des plateformes où derrière vous avez Warner, Disney, Universal, Sony, la Fox maintenant appartient à Disney. D'autant plus, Disney, qui d'ailleurs va développer une seconde chaîne en parallèle à Disney+, qui va s'appeler Star apparemment, où là ils vont exploiter des films un peu plus matures, c'est-à-dire pas trop familial, parce que le problème de Disney+, c'est ça, c'est que ça reste des films culture Disney, donc c'est bien gentil tout plein, en dehors des franchises Star Wars, Lucasfilm et Marvel et Pixar, le reste, si vous voulez, c'est pas très diversifié, donc c'est pour ça que la Disney, vu qu'ils ont racheté la Fox, et donc ils ont récupéré tout le catalogue de la Fox, donc c'est les Die Hard, c'est les Aliens, c'est les films Avatar aussi de James Cameron, les futurs Avatars, aujourd'hui c'est Disney qui va faire entrer tout ça dans ses caisses. Donc forcément, Disney, à un moment donné, il va dire oh là, les Français, vous êtes gentils, mais combien 25% de nos chiffres d'affaires pour produire vos merdes? Bah ouais, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un minimum. On va pas mettre un maximum pour faire un maximum de chiffres sur le marché français. Puis au contraire, on va finir le faire céder le marché français, parce que les Français, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller ailleurs. Ils vont aller sur les plateformes étrangères. Puisque de toute façon, on va y arriver. C'est pas les systèmes de blocage Internet, de géolocalisation qui vont l'en empêcher. Donc il arrive un moment où forcément, quand on voit aujourd'hui l'évolution de la technologie, qui va très très vite, moi j'ai envie de dire, les Français, arrêtez de toujours vouloir jouer l'exception culturelle et essayer de trouver des solutions adaptées. Je veux dire, quand je vois le fameux Salto, alors Salto, je crois que c'est la plateforme francophone qui veut essayer de faire concurrence à Netflix, Disney et compagnie, avec des productions françaises. Non mais on est en 2020. Ça, c'était un truc qu'il fallait mettre en place, qu'il fallait commencer à balancer en 2015 ou 2016, mais pas en 2020. C'est trop tard. D'autant plus que certains qui ont testé Salto, apparemment, c'est sympa, il y a quelques séries nostalgiques, etc. Mais il y a un moment donné où on se rend compte que le catalogue, ça ne va pas se renouveler trop souvent, et que ça va très vite coincer. Et puis soyons honnêtes, quand on voit les entrées aujourd'hui sur les films qui font le plus d'entrées, donc qui font le plus de chiffre d'affaires pour les réseaux d'exploitation, évidemment, c'est des films américains, c'est pas des films français. Même si on a réussi à récupérer un peu de part de marché pour le cinéma français, encore une fois de plus, avec des lois protectionnistes, avec des lois d'exception culturelle, pour essayer de sortir le cinéma français de la tête de l'eau. J'ai rien contre le cinéma français, je trouve que le cinéma français a des qualités, et joue aussi énormément la diversité, et pas seulement en tant que cinéma français, mais aussi avec des coproductions de cinéma avec des films étrangers. Donc je suis partisan, mais absolu, de la diversité cinématographique. Sauf qu'il y a un moment donné, il va falloir faire la part des choses, c'est-à-dire produire ce qui est d'utilité culturelle, mais arrêter de produire les copains. Vous voyez la nuance? Parce que ça, malheureusement, ça coûte un sacré pognon de produire des copains. Des films qui, en réalité, ne feront jamais pas un centime de bénéfice, qui ce sont que des films à perte.
Hein, parce que ça, sur les 240, je crois, ou 250 films produits par an dans le cinéma français, il y en a quoi? Il y en a une dizaine qui arrivent à rentrer dans leurs frais et faire du bénéfice. Tous les autres, c'est des films qui fonctionnent à perte, qui ne gagnent pas d'argent. Hein, donc, il y a un moment donné où, bah oui, il faut voir un petit peu les tendances, il faut voir un petit peu ce que la demande, hein, faut respecter le client. Mais le problème du cinéma français, le système même du cinéma français aujourd'hui, c'est qu'ils veulent imposer au spectateur. Non, le spectateur, il est libre de regarder ce qu'il veut. Alors en effet, il y a du spectateur cinématographique, ARSF, film d'auteur, etc. Sauf que c'est une portion très négligeable et qui en plus de ça n'est pas du tout prolifique dans le sens financier du terme, c'est-à-dire que ce ne sont pas des publics très lucratifs. Parce qu'en règle générale, c'est même, je dirais même les publics les plus rapias. C'est les premiers à gueuler parce que le cinéma c'est trop cher. C'est-à-dire qu'on veut de la culture, on veut développer l'exception culturelle, on veut des films d'art et d'essai, d'auteurs, mais on ne veut pas mettre le prix de la place de cinéma pour aider ne serait-ce que le cinéma. Je veux dire, il y a un moment donné où il faut être réaliste, hein, faut savoir contribuer à la réalité économique de l'exploitation cinématographique. Mais ça, évidemment, ça n'intéresse pas le public. Ce qu'ils veulent, c'est voir un film dans de bonnes conditions, avec une bonne image, un bon son, payer 5 € la place. Et encore, 5 €, il y en a qui trouvent ça cher. Non, c'est pas cher, 5 €. Hein, je dirais même c'est donné presque. C'est donné. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, il y a encore ce conservatisme, cet illusoire de retour à la normale ou de réussir à mettre ou à tirer un petit peu la jupe de l'État-providence pour protéger les intérêts et puis obliger le méchant américain de payer la facture pour le cinéma français. Non, je pense que là aujourd'hui, le modèle économique de l'exploitation, le modèle économique même de la production française, eh bien, il va falloir qu'ils réfléchissent. Il va falloir qu'ils se mettent autour de la table et qu'ils commencent à réfléchir, à s'adapter à un cinéma, certes, préserver le cinéma français, sauver le cinéma français, continuer à produire des films français, mais arrêter de faire le racket. Parce que peut-être que les chaînes de télévision, on a réussi à les racketter pour faire de la production, mais il y en a d'autres, surtout les Américains, à un moment ils vont dire les Français, vous nous emmerdez, quoi. Donc ils sont parfaitement capables, les Américains, de dire, bon écoute, le marché français, on va s'accentuer, on va essayer de conquérir le marché français avec nos streamings. Par contre, les cinémas en salle, on va leur larguer 4-5 gros blockbusters, histoire de leur donner quelques miettes, mais tout le reste, on va se le garder pour nos plateformes. Voilà. Et je parlais tout à l'heure, il y a aussi le téléchargement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez voir absolument un film et que vous êtes un méchant downloader de films illégaux, vous tapiez des screeners. Sauf qu'avec les plateformes, aujourd'hui, vous n'avez pas de screener puisque vous avez un film de très bonne qualité. Là, vous allez être sûr et certain que le Wonder Woman 1984, je dirais en moins de 12 heures, vous regardez sur les réseaux spécialisés et vous trouverez des versions de très bonne qualité à 1 giga ou 1 giga 5, voire 2 gigas de capacité en MKV ou en DivX et avec une très bonne qualité d'image, enfin une bonne qualité d'image, une très bonne qualité d'image, vous comprendrez bien que si vous téléchargez des films, plus le fichier est gros, plus évidemment vous avez un film d'une résolution tout à fait acceptable et de très bonne qualité que vous pouvez même utiliser même sur votre home cinéma. Voilà, c'était ma réaction par rapport aux propos de Madame Bachelot sur l'exploitation, sur les cinémas et les salles. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, évidemment, portez-vous bien.